Donc, dans ce monde, les groupes ethno-linguistiques restent généralement proches les uns des autres. Vous savez, en Asie centrale, il y a la famille turcique, comme les Kazakhs, les Kirghizes et les Ouzbeks. En Afrique australe, les Bantous du Sud, comme les Zoulous, Xhosas et Swazis, sont essentiellement des cousins. Parfois, on découvre un groupe présent depuis plus de 1000 ans, totalement isolé, sans savoir comment il est arrivé là. Ils n'ont pas de parents, ils sont seuls et différents des autres peuples. Et puis tu vois les gens avec qui ils traînent, genre ils traînent avec des Finnois, des Turcs et des Coréens, tu te demandes, mais d'où vient cette connexion? Eh bien, apparemment, ces personnes ont des racines venant d'une terre très lointaine, et ils sont simplement en train de faire une réunion de famille. Voici comment la Hongrie est devenue l'original de l'Europe, après avoir quitté sa famille à des milliers de kilomètres, au milieu de nulle part. Parlons géographie. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbs, et oh là là, bon sang, mais qu'avons-nous ici? Je porte un Geography Now, et je tiens un Geography Now. Les 2 articles de Quittits Fort, vous pouvez les obtenir sur geographynow.com. Allez voir le site, on a plein de super produits, des sacs à cordon, des mugs, des sweatshirts, tout ce genre de trucs. Prenez ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez après l'achat. Je m'en fiche, jetez-le d'une falaise si vous voulez, peu importe. Une fois que vous l'avez acheté, c'est à vous, ce n'est plus à moi. Comme je le dis souvent, ce n'est pas se vendre si c'est ta marque. Je mange le kimbap que ma mère a préparé. Merci maman pour le gimbap. Oh, être à moitié coréen, c'est bien. Donc l'Europe? Peut-être qu'un café aidera. Café et gimbap, un mélange affreux que je bois la nuit. Je suis un vrai désastre de toute façon. L'Europe, c'est un puzzle sans fin qui change constamment, raconte de nouvelles histoires et évolue sans cesse. Ne me lance même pas sur tout ce qui concerne le Saint-Empire romain germanique. Je ne ferai pas de vidéo sur la centaine de territoires. Bien sûr que non, mais pour ce que ça vaut, il y a en quelque sorte une congruence fluide dans certaines régions d'Europe. Tu sais, il y a le monde germanique, le monde latin, le monde slave. Quelques groupes isolés comme les Grecs, les Albanais, les Baltes et les Basques, et ainsi de suite. En général, les peuples d'Europe vivent dans des poches ethno-linguistiques où leur entourage proche partage souvent un lien ethno-linguistique ou au moins linguistique. Parfois, on trouve des groupes étranges sans lien avec personne, ni même avec la branche indo-européenne des familles de langue. Et ils sont restés isolés dans ces endroits précis pendant des centaines de générations. Voici la Hongrie. Comme vous le voyez, les Hongrois sont entourés de peuples très différents d'eux. Encore plus étrange, les peuples vaguement apparentés aux Hongrois vivent à des milliers de kilomètres d'ici. Avant d'expliquer, je vais faire un classique de Geography Now. Bouge pour cette vidéo, d'accord, donc j'adore faire ces vidéos et animer l'émission et tout ça. Mais ce que j'aime encore plus, c'est inclure et intégrer de vraies personnes qui viennent ou qui ont des racines dans les régions dont je parle dans l'émission. Pour cette vidéo, j'invite 2 Hongrois, dont mon ami Nick Juhas, déjà vu dans l'épisode sur la Hongrie. Oui, je sais qu'il a reçu des critiques. Vous dites, peu importe s'il est américain, pas vraiment hongrois. C'est un ami proche, toujours là pour moi, avec une bonne personnalité, d'origine hongroise, et il passe bien à la caméra. Ça me suffit. Ce gars, Matt ou Mathias, est hongrois. Je le laisse se présenter. Mathias, à toi. Salut, c'est Mathias ou Matt de Speakeasy Mathias. J'aide à améliorer l'aisance, la confiance et la prononciation en anglais sur tous les réseaux sociaux. Mais plus important encore, je suis né dans une famille hongroise et je parle hongrois depuis toujours. Donc je serai là pour aider avec certaines parties de cette vidéo. Merci Mathias. Voilà donc. Et maintenant, créons une erreur de continuité et allons chez Nick à un moment complètement différent de la journée pour aller filmer avec lui. Ouf, nous avons réussi. Voici Nick Juhas. Nick, présente-toi. Oui, je suis Nick Juhas, le gars des sciences sur les réseaux sociaux. Oui, il est si passé à America's Got Talent et a animé une émission sur Netflix. Je ne sais pas, et il a un côté loufoque face caméra. C'est quoi ce côté loufoque? Ouais. Elle me ressemble exactement, c'est mini-moi, mais en version féminine. Nick, pour toi, que représente la Hongrie? Ça signifie ma terre ancestrale, parce que mon nom de famille veut dire berger en hongrois. Juhace. C'est ça. Tout d'abord, Quelle est exactement l'histoire du hongrois? donc les Hongrois, ou du moins les anciens ancêtres des Hongrois, tout d'abord, ne sont pas originaires de la région qui est aujourd'hui la Hongrie, mais ils ont commencé bien plus à l'est, près des montagnes de l'Oural, dans la steppe eurasienne, dans ce qui est aujourd'hui la Russie. Donc, en un sens, ils étaient presque asiatiques.
Géographiquement, les racines le sont, oui, mais c'est bien plus nuancé. Tu es asiatique, tu es mon pote asiatique, ouais. Il est asiatique de toute façon. À cette époque, il n'y avait pas de Hongrois, mais des peuples proto-ouraliens, vers 2 à 2500 ans. AVNJ, ouralien, deux catégories. Ouraliens et les peuples, généralement du côté est de l'Oural, les Ougriens. Aujourd'hui, il existe 3 peuples ougriens survivants, les Khanty, les Munsi et les Hongrois. Donc les Ougriens sont un sous-groupe, ce qui signifie que tous les Ougriens sont ouraliens, n'est-ce pas? Oui, mais tous les Ouraliens ne sont pas ougriens, n'est-ce pas? C'est exact. En quoi les Ougriens diffèrent-ils des autres Ouraliens? Principalement la langue. Plus tard, les Ougriens ont changé la grammaire et la prononciation de certains mots. Mais globalement, ils restent une famille avec les autres peuples ouraliens. J'arrête de faire semblant d'ignorer, car j'ai écrit ce script. D'où au sein de l'Eucrix. 100 ans plus tard, 7 tribus forment une confédération menée par cet homme. Puis-je intervenir? Les Hongrois des États-Unis sont très fiers des 7 tribus et chefs installés dans le bassin des Carpates. Les tribus étaient Medjer, Njik, Darjan, Genou, Kur, Jarmat, Kir, Kessi, dirigés par Élud, Ond, Kond, Dash, Huba, Tehetm et Almosh. Chaque Hongrois connaît leur histoire et leur légende ainsi que la façon dont ils sont devenus frères de sang. Par frères de sang, je parle de vrais pactes où ils se coupèrent les poignets, comme Binatu et Shatterhand. Oui, s'il y a un épicentre de l'identité hongroise, ce serait probablement ces gars-là. Les proto-hongrois ou Magyars décidèrent d'agir différemment de leurs cousins. Qu'est-ce que c'était, Nick? Se déplacer vers le sud. Se déplacer vers le sud? Oui, ils sont partis vers le sud, mais la plupart des peuples ouraliens sont allés au nord. Les peuples ouraliens du nord privilégiaient les forêts boréales froides, tandis que les Magyars, nomades des steppes, l'étaient au 7e siècle après JC. Ils ont pris la route du sud avec plus de plaines herbeuses et sont devenus d'excellents cavaliers. Selon d'anciennes sources, la première région d'installation temporaire des anciens Magyars, la migration était appelée Magna Hungaria, généralement dans l'actuel... Bakortostan, République de Russie. C'est ce que j'allais dire. Alors Nick, qu'est-ce qu'on sait sur Magna Hungaria? Même sans documents écrits contemporains, les Magyars n'avaient pas encore développé d'écriture lors de cette migration. La Magna Hungaria, qui est d'ailleurs un mot tellement cool à dire, la région de Magna a été mentionnée et corroborée par des sources extérieures. Comme ces gars-là qui parlent d'un peuple parlant hongrois dans les régions de la Volga. Et aujourd'hui, il existe même d'anciens sites funéraires et des artefacts magyars qui confirment leur existence dans ces régions. C'est là que l'histoire devient un peu intéressante cependant, parce qu'à l'époque de la région de Magna Hungaria, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ils vivaient à côté d'un voisin très intéressant et crucial. Cela allait profondément transformer la culture et l'identité des Magyars pour longtemps. Près des Magyars hongrois se trouvaient les Bulgares de la Volga. Ou les Volgaï bulgaroks. Ces anciens Bulgares étaient Les peuples turcs boguzes, liés aux Turcs d'aujourd'hui. les Bulgares, ainsi que les peuples qui migrèrent plus tard en Bulgarie. Oui, exactement, mais c'est une autre histoire que nous n'aborderons pas ici, cette vidéo portant sur les Hongrois. Peut-être une autre fois. Cette dynamique sociale turco-ougrienne semi-nomade favorisait de nombreuses interactions et une forte intégration interculturelle entre ces deux voisins. C'est à ce moment-là que les anciens Magyars ont commencé à adopter de nombreuses coutumes des steppes d'Asie centrale et ont même emprunté des mots turcs dans leur vocabulaire. L'identité hongroise se distingue encore aujourd'hui, comme le montre la langue hongroise. Oui, car les anciens Hongrois ont côtoyé de nombreux turcophones d'Asie centrale. De nombreux mots turcs sont intégrés au hongrois, comme Duruk, Durkazu, Denger, Disno, Bosorkan, etc. Merci Mathias. À ce sujet, il faut noter que des interactions et parfois des mariages ont eu lieu entre les peuples nomades des steppes d'Asie centrale et les peuples turcs. Non, les Hongrois ne descendent pas des Huns. C'était une idée fausse propagée au Moyen-Âge. Assez amusant, ils ont ensuite utilisé l'histoire de la descendance d'Attila le Hun comme stratégie pour justifier leur prise de pouvoir. La Hongrie, puisque les Huns étaient là au IVe et au Ve siècle, c'est toute une histoire folle. Mais oui, les Huns étaient dans la région où se trouve la Hongrie aujourd'hui. Il faut faire ce qu'il faut quand on a faim de ce territoire. Oh mon Dieu, pourquoi je ne porte pas mon... Truc hongrois comme une étole que tu m'as offert. Attends, faisons une pause. Oui, c'est ça, je te l'avais offert il y a un moment. Je me sens chez moi maintenant.
Au fait, les gars, je ne sais pas si vous avez vu ça, Mais paprika, paprika. et il l'a terminé. J'adore ça, c'est super. J'en prenais tous les matins au petit déjeuner. Les Hongrois et le paprika. Bref, revenons à l'histoire. Peuple des steppes semi-nomades, les proto-hongrois ont migré à nouveau au 8e siècle après JC. Ils sont allés plus au sud, jusqu'à la mer Noire, dans les régions actuelles entre le Dnipro et le Don en Ukraine. Oui, cette région était appelée Levedia du nom du grand chef Levedi. C'est à cette période que les peuples mayars ont vraiment commencé à développer une structure civile plus organisée et ont formé une sorte de confédération militaire. Ils n'étaient plus de simples nomades errants, mais une force prête à conquérir. Ils deviennent plus puissants, mec, ils prennent le. Ils se faisaient une réputation. Ils prenaient des compléments avant l'entraînement, prêts à y aller. Le paprika était leur pré-entraînement. Ils sont restés environ 80 ans à Levedi, puis au 9e siècle ont rejoint la région suivante nommée Etna. Je pense que je l'ai probablement mal prononcé, désolé. Bref, à ce stade. Les Mayars étaient une confédération tribale pleinement constituée, avec une armée très organisée, comprenant une cavalerie de cavaliers et de soldats bien entraînés. Ils avaient tout sous contrôle. Fiers de mon peuple, à la fin du 9e siècle, Arpad, chef des 7 tribus mayars, mena leur arrivée dans le bassin pannonien, aujourd'hui la Hongrie. Ils ont essentiellement déposé le royaume morave en déclin, celui qui était là auparavant, puis ils ont pris le contrôle. Ils se sont installés dans leur dernière et ultime demeure, qui deviendrait plus tard la Hongrie. Donc, en l'espace d'environ 300 ans, alors que toute la famille ouralienne migrait et restait relativement proche des forêts du Nord et des régions arctiques. Vous voyez ce peuple tribal hongrois aléatoire qui a décidé de parcourir près de 2000 miles ou 3200 km dans la direction complètement opposée, vers le sud. Et puis ils se sont installés, genre, aussi loin que possible de leurs cousins. Non, on voulait juste une nouvelle vie plus au sud, là où il fait chaud. On aime aussi le paprika. Impossible de cultiver du paprika en Arctique. Non, ils ont choisi le bassin pannonien, une vallée fertile protégée par des montagnes presque partout. Ils avaient aussi le plus grand lac d'Europe centrale, le lac Balaton. Le bassin étant sur un système de failles, les habitants profitaient de sources chaudes naturelles pour se détendre. Tu as déjà visité les sources de Bouddha? C'était génial. Les Hongrois étaient bien lotis, mais l'intéressant, c'est qu'ils ont ensuite pris le contrôle. Il restait surtout des peuples des royaumes moraves, principalement des Slaves et des Avars. Avars ou Avars. Ils étaient en gros des peuples restants de l'époque des Huns. Ils étaient en fait apparentés aux Asiatiques du centre-est, comme les Mongols. Donc oui, il y a une époque où des Asiatiques du centre-est ont pris le contrôle de certaines parties de l'Europe centrale. Oui, c'est assez fou. C'est exact. Les Slaves et Avars restants ont été intégrés à la société hongroise, ce qui a permis de préserver la langue au lieu que les Hongrois adoptent les langues slaves environnantes. Des siècles plus tard, les Hongrois ont adopté un mode de vie européen et se sont plus mariés avec les locaux. Ils ont finalement évolué pour devenir l'un des empires les plus puissants d'Europe, lorsqu'ils se sont alliés aux Autrichiens et ont créé le Austro-Hongrois. Empire. Tu sais comment ils sont vraiment devenus puissants, hein? Ils se sont juste mariés avec tout le monde. Ce n'étaient pas des combattants, c'était des amoureux. Ils se sont juste mariés avec tout le monde. Et ils disaient juste « Ton petit royaume m'appartient ». Tout le monde nous aime. C'est incroyable car tout cela a été réalisé par une étrange confédération tribale d'Asie centrale ayant choisi de migrer à l'opposé de leurs cousins. Ils vivaient désormais dans une vallée isolée et fertile, avec sources chaudes et paprika. Et c'est assez fou parce que pendant que toute cette histoire de migration se passait, les Hongrois n'étaient même pas au courant de ce qui arrivait à leurs cousins ouraliens. Ils migraient vers l'Europe du Nord jusqu'en Finlande et Estonie pendant longtemps. Ils se voyaient comme des peuples différents et ignoraient partager les mêmes origines, interagissant rarement. L'Europe médiévale associait les Hongrois aux nomades des steppes d'Asie, comme les Huns et les Scythes, tandis que les Finnois et Estoniens étaient liés aux régions baltes et scandinaves. C'est seulement au XVIIIe et XIXe siècle que les chercheurs ont découvert le lien entre le hongrois et les langues finno-ougriennes. Ces personnalités ont documenté que les langues partageaient une structure grammaticale. C'était fou. Laissons Mathias, qui parle hongrois, l'expliquer. Oui, c'est exact. La découverte du lien linguistique entre les langues finnoises et estoniennes avec le hongrois a été vraiment révolutionnaire. On a soudain vu un lien dans la prononciation, l'harmonie vocalique et la grammaire. L'annonce, irréfutable, a néanmoins choqué le monde hongrois. Le mythe national de la dissidence des Huns a soudain perdu sa crédibilité.
Et nous avons découvert que nous avions tout un nouveau groupe de cousins arctiques perdus depuis longtemps, dont nous n'avions même jamais réalisé que nous étions apparentés. Aujourd'hui, quand Finlandais, Hongrois et Estoniens se rencontrent, c'est étrange mais amusant. Comme lorsque des membres étranges d'une même famille se rencontrent pour la première fois, ils savent qu'il y a un lien, ils se saluent d'un signe de tête et se sourient, mais ils ne comprennent littéralement pas un mot qui sort de la bouche de l'autre. Croyez-moi, j'ai rencontré des Finlandais et des Estoniens de nombreuses fois, et j'ai essayé de communiquer avec eux. Mais il y a une raison pour laquelle on passe à l'anglais à chaque fois. Génial, merci Mathias. Ce qui est encore plus fou, c'est que beaucoup de gens en Hongrie tiennent encore fermement à cette tradition de racines nomades des steppes à laquelle ils s'identifient. C'est un mouvement connu sous le nom de tyrannisme hongrois, qui est un mouvement qui tourne autour de l'identification ou de l'association avec l'histoire hongroise, et les peuples avec les histoires et les peuples d'Asie centrale et intérieure. Ils essaient de perpétuer tout cela avec cette idée de nomade des steppes. Ne nous retirez pas cela. En 2014, la Hongrie a été nommée observateur à l'Assemblée générale des États turciques, puis en 2018 au Conseil turcique. Viktor Orban a affirmé au Kazakhstan que les Hongrois viennent volontiers, car les deux nations partagent 1000 ans de racines communes. De nombreux Hongrois l'honorent en organisant chaque année le Grand Kurultai, un grand événement traditionnel avec spectacles et jeux valorisant les peuples nomades de la steppe d'Asie centrale. C'est un grand événement réunissant Japon, Corée, Mongolie, Turcs et Azerbaïdjanais, peuples aux racines nomades de la steppe. Cet événement annuel est organisé et accueilli en Hongrie. Et il y a des tonnes de chevaux, n'est-ce pas? Ouais, des chevaux partout, ils font des spectacles. Tout le monde. Mec, il faut qu'on y aille. Mec, calme-toi frère, allons au Kurultai. En fait, j'étais justement en Hongrie il n'y a pas si longtemps. Mec, c'était génial. Je suis allé à Budapest, je suis allé au berger solitaire. Un clin d'œil au berger solitaire. En fait, j'ai logé chez une famille hongroise. Il s'appelait Juhas. C'était ta famille? Ou bien, il te ressemblait un peu? Juhas Studios. Tu es un as, je suis un as. À la fin de la journée, peu importe comment tu regardes les choses, il y a quelque chose de clairement distinct quand il s'agit des Hongrois. Oui, ils sont un peu les Asiatiques de l'Europe. Bienvenue dans la famille. Merci. Un dernier mot que tu voudrais leur dire? J'aime vraiment le peuple hongrois, tout comme mes amis hongrois. Moi aussi, je me reproduis bien, youpi, encore plus de Hongrois.